Le journal de la mi-journée de ce vendredi. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition. Voyons le sommaire de ce journal. Retour de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. La main tendue du chef de l'État Alassane Ouattara est saluée par les populations ivoiriennes et la classe politique qui y voient une action de cohésion et de réconciliation nationale. Le nouveau gouvernement ivoirien, ses 41 personnalités n'ayant pas plus de 68 ans, un gouvernement générationnel, rajeuni, resserré et envoyé au combat pour réaliser la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. Les Ivoiriens disent attendre beaucoup de cette nouvelle formation, des attentes qu'on voit dans le dossier politique de ce journal. Et cette nouvelle est tombée il y a moins d'une heure. Le décès du prince Philippe, duc d'Édimbourg, époux de la reine Elisabeth II, à l'âge de 99 ans. Le communiqué de Buckingham annonce le décès et précise qu'il avait été hospitalisé récemment. Bienvenue dans ce 13h. Ce journal est traduit en langue des signes. Nous le démarrons avec ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi 9 avril 2021 pour un séjour en France. Le chef de l'État se rendra ensuite à Brazzaville où il prendra part à l'investiture du président élu de la République du Congo, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Un communiqué fait à Abidjan ce 9 avril 2021. Le président Alassane Ouattara déclarait que Gbagbo Laurent et Blé Goudé sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire. Une déclaration faite à l'entame du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement. C'était mercredi dernier. Alassane Ouattara a dit prendre acte de cette décision d'acquittement prononcée par la Cour pénale internationale. Le président de la République a énuméré également des mesures accompagnant ce retour. Une décision qui est saluée par la classe politique ivoirienne et également par les populations. Alexis Ouetraogo. L'annonce intervient une semaine après l'acquittement de l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé jugés pour crimes contre l'humanité par la CPI. Ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de M. Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Une annonce aussitôt saluée par les populations qui y voient un véritable coup d'accélérateur au processus de réconciliation nationale engagé dans le pays. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose dont les Ivoiriens ont vraiment besoin, je pense bien que c'est de la réconciliation. Alors moi, je dirais que c'est une très bonne initiative qui vraiment va arranger toute la population ivoirienne. Pour ma part, c'est une très bonne décision, étant donné qu'il représente le père de tous les Ivoiriens. C'est tout à fait normal de rapprocher tous les enfants autour de la table et voir dans quelle mesure orienter le développement. Donc c'est une bonne initiative. La décision du président est salutaire parce que pour moi, ça va renforcer plus ou moins cette solidarité-là dont on parle, dont le président parle dans son programme. Ça va penser aussi à consolider la paix entre les Ivoiriens et ça va contribuer à réconcilier la Côte d'Ivoire véritablement. Et avec les populations, l'opposition ivoirienne, le professeur Georges Armand Ogna, président de la plateforme EDS et député de Yopougon, salue la mesure. Je dois dire que cette annonce me réjouit et je salue cette annonce qui va véritablement dans le sens de la réconciliation nationale à laquelle aspire profondément le peuple de Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont des Ivoiriens, quoi de plus normal qu'ils rentrent chez eux et qui plus est acquittés définitivement par la Cour pénale internationale. C'est tout à fait normal, je salue cette décision. Charles Blé Goudé sur les réseaux sociaux a lui aussi fait une déclaration pour saluer cette initiative du chef de l'État. Je voudrais saluer cette décision du chef de l'État ivoirien qui, à n'a point douté, participera à la décrispation de l'environnement sociopolitique dans notre pays. Je voudrais traduire ma gratitude au président de la République en ce que la décision qu'il a prise va œuvrer à rassembler les filles et les fils de la Côte d'Ivoire.
Au RHDP, l'on ne s'étonne pas de cette annonce. Le parti est depuis longtemps résolu à consolider le climat de paix dans le pays. Le président Alassane Ouattara a toujours fait preuve de grandeur d'esprit. Il est d'un humanisme à nul autre pareil. Il a créé un ministère en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion nationale. Quoi de plus normal que de dire à Laurent Gbagbo de rentrer dans son pays pour être conforme à ses propres exigences. Nous disons que le président de la République a lancé un grand message, non seulement à l'endroit de tous les Ivoiriens, mais en particulier à l'endroit de l'opposition, pour dire que le temps de la réconciliation est arrivé. Et nous devons tous nous inscrire dans la voie de cette réconciliation-là. Fin 2020, toujours dans la droite ligne de ce processus de réconciliation, les autorités ivoiriennes avaient déjà octroyé à l'ancien président deux passeports, un ordinaire et l'autre diplomatique. Voilà, la main tendue du président Alassane Ouattara renforce la cohésion et la réconciliation nationale, l'appréciation de tous les Ivoiriens. À présent, décryptons ensemble la nouvelle équipe gouvernementale. Elle devra relever le défi d'une Côte d'Ivoire solidaire et compétitive avec un effectif resserré et rajeuni. Pour atteindre ces objectifs, les acteurs de l'action publique seront régulièrement évalués. Une toute nouvelle dynamique dont nous parle Adama Koné. Lendemain de week-end pascal, un vent nouveau souffle au palais présidentiel. La messe est dite sur la mission du nouveau gouvernement. L'équipe Patrick Achi doit retrousser les manches et pour cause. Le gouvernement dont j'ai l'honneur de coordonner l'action sous votre haute autorité sera un gouvernement de mission et un gouvernement de combat. Et pour aller à ce combat, celui du développement, le président Alassane Ouattara donne l'allure à adopter. Je vous demande de travailler en équipe, de faire preuve d'une grande humilité et d'être au contact des populations afin de mieux les servir. Mesurant la charge de ces conseils qui sonnent comme un rappel à la rigueur, Patrick Achi entend prendre le taureau par les cornes et mener la cadence. J'exigerai de chacune et de chacun des membres de ce gouvernement le meilleur, en les amenant moi-même à toujours pousser à l'extrême l'expression de leur talent. Le 10 ans, le Premier ministre a en mémoire l'obligation de résultat attendue par le chef de l'État, qui d'ailleurs, fidèle à l'exigence de qualité, compte suivre personnellement l'action gouvernementale. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de me produire régulièrement un document d'évaluation du travail des différents membres du gouvernement. Si la solidarité gouvernementale commande une synergie d'action, elle s'appuie toutefois sur des valeurs intrinsèques. Le destin est individuel. Ce document permettra de suivre l'action gouvernementale et de juger individuellement chacun des ministres. Le top départ est ainsi donné. Chaque membre du gouvernement est du coup au pied du mur, la truelle à la main, prêt à bâtir la Côte d'Ivoire. C'est un gouvernement de mission et de combat que conduit Patrick Achi, une nouvelle formation poussée à l'excellence pour une meilleure prise en charge des aspirations des Ivoiriens, une population qui, comme le chef de l'État, Alassane Ouattara, et le Premier ministre, attend beaucoup de cette équipe gouvernementale. Gabriel Zani rapporte les attentes des Ivoiriens. C'est le dossier politique de ce journal. Au cours de ce quinquennat, le président Alassane Ouattara et le chef du gouvernement vont mettre en œuvre une politique économique, sanitaire, sécuritaire et sociale vigoureuse pour le développement du pays. C'est ce qui ressort du premier discours de Patrick Achi. Le gouvernement n'aura en effet qu'un seul objectif, la mise en œuvre diligente et réussie de votre programme de société sur la période 2021-2025, fondé sur notre vision 2030 d'une Côte d'Ivoire solidaire. Derrière les mots du Premier ministre, il y a un projet de renouvellement qui devra se dessiner en croissance des régions. Ce gouvernement que vous avez voulu plus resserré et rajeuni
dont l'architecture épouse les grandes orientations de votre projet de société, ce gouvernement qui fait une part juste à nos sœurs en leur donnant des postes de premier plan, ce gouvernement qui épouse la diversité régionale de notre pays est l'outil qui permettra à notre Côte d'Ivoire de poursuivre sa marche dans la voie d'un progrès et d'une prospérité partagée. 14 districts, y compris les 2 districts autonomes de Yamoussoukro et d'Abidjan. Les 12 autres districts subdivisés en 31 régions. Il y a une répartition des ministres sur l'ensemble du territoire ivoirien. Les exigences du président de la République et de son Premier ministre seront forcément grandes pour les heureux élus. Bon, je sais que cela fait partie un peu de la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il était convenu d'appeler au temps du président, il faut bâtir la géopolitique. Il faut bâtir la nation ivoirienne. Je pense qu'il faudrait un plan national de développement qui est piloté par le Premier ministre, de sorte à ce que les Ivoiriens se regardent comme des frères, cohabitent, collaborent. Un plan national qui essaie de partager le fruit de la coopération sociale en fonction des besoins des régions. Ils ne sont pas les seuls à attendre beaucoup plus des ministres. Les Ivoiriens aussi veulent voir des changements. Quand nous prenons par exemple la région de l'Ouest, qui peut-être par le passé avait été représentée par un seul ministre, aujourd'hui se voir représenté par un ministre et un secrétaire d'État chargé des affaires maritimes, en l'occurrence le docteur Cérédo Célestin, président du conseil régional même du Guémont. Donc comme je le disais, il y a quand même une nette amélioration à ce niveau. Donc ça suscite quand même des espoirs. Si chaque région a un ministre, c'est une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, ces ministres qui représentent le peuple au sein du gouvernement du président de la République, c'est eux qui doivent apporter le développement. Pour ne pas dire demain, telle région a un ministre et puis nous, on n'a pas de ministre, voilà, notre région est laissée pour compte. Je pense à chacun de vraiment s'occuper des problèmes de sa région, vraiment pour le développement de la Côte d'Ivoire. Avec de telles attentes, de nouveaux enjeux émergent forcément. Les qualités individuelles, notamment la technicité, la complémentarité de l'équipe gouvernementale, seront sollicitées. Je les exhorte pour qu'ils puissent vraiment mettre toutes leurs compétences au service de la population ivoirienne. Parce qu'actuellement, nous les jeunes, on attend beaucoup de ce gouvernement. La balle est dans leur camp, que cette équipe dynamique puisse continuer vraiment à nous produire des œuvres que le président de la République même a commencé le travail. La réalité de ce changement se concrétise en ce casting serré. 37 ministres et 4 secrétaires d'État contre 47, dont 6 secrétaires d'État dans l'équipe précédente. Bon, je pense que c'est de bon augure pour la Côte d'Ivoire. D'autant plus que ceux qui sont arrivés dans ce gouvernement ont déjà un bon parcours derrière eux. Certains qui étaient déjà DG de structures importantes pour la Côte d'Ivoire, donc des gens qui ont de l'expérience. Face au challenge du nouveau mandat du président de la République, Côte d'Ivoire solidaire, faire des champions nationaux, la poursuite de la construction des infrastructures. Je pense que cette équipe-là est quand même adaptée pour faire face aux enjeux cruciaux de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Je pense que ce gouvernement-là a les compétences requises pour faire face à ces challenges. Le président de la République avait promis depuis quelque temps le rajeunissement du gouvernement pour en faire un gouvernement de mission et de combat selon les mots du Premier ministre. Tout ceci suscité par ses nombreuses visites au cours desquelles il a rencontré les Ivoiriens de 2013 à 2020, après avoir été élu en décembre 2010. Tenu compte des besoins des populations dans le but d'impacter les régions des fruits de la croissance, voilà ce en quoi se sont résumées les 31 visites de Alassane Ouattara à travers tout le pays. Et c'est ce qui a d'ailleurs donné naissance à ce gouvernement Patrick Achi 1. Voilà, énoncé la volonté des Ivoiriens. Le nouveau gouvernement a donc son fil conducteur, le développement et le progrès de la Côte d'Ivoire. Et dans cette optique, la perspective de développement s'étend à tous les secteurs de l'administration ivoirienne. Les experts en droit des affaires ambitionnent la digitalisation des services juridiques. Un forum qui s'est tenu sur ce passage au digital a relevé les enjeux, les défis et les perspectives d'une direction juridique 3.0. Suivons ce compte-rendu de Jean-Marc Djadji. La digitalisation des services juridiques dans les entreprises au centre de la première édition du Forum du droit des affaires. À cette occasion, juristes, notaires et administrateurs judiciaires ont discuté des enjeux du digital dans la défense des intérêts de l'entreprise au niveau commercial, financier et technique. 5 sous-thèmes ont été développés. Parmi ceux-ci, la protection des données à caractère personnel en entreprise. Au niveau du droit des affaires, on est en train de parler de digitalisation. Et la digitalisation, ça nécessite des interventions techniques.
Et les interventions techniques doivent réellement être préparées parce qu'il y a ce qu'on appelle le privacy by design qui veut qu'on puisse prendre en compte la protection des données personnelles avant de développer une technologie ou bien une application. Face aux impératifs de la crise sanitaire due à la Covid-19 et à l'évolution mondiale, la numérisation des activités juridiques en affaires reste indispensable selon les experts. La transformation des directions juridiques au niveau digital. Et comme je le disais tantôt, avec la Covid-19, on a mieux développé cela. Nous faisons tout via les réseaux. Donc, comme le premier exposant l'a souligné, nous sommes soumis à soumettre nos données à caractère personnel. Et donc, nous encourons des risques. Ces échanges entre consultants juridiques contribuent à garantir la sécurité juridique des activités des entreprises. Dans le secteur agricole, une nouvelle usine de transformation du caoutchouc naturel est en construction à Soubré. Le top départ des travaux a été donné par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Les travaux coûteront environ 17 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Cette usine aura une capacité de 60 000 tonnes de caoutchouc sec par an, 60 000 tonnes de production donc de caoutchouc sec et devra générer 6 600 emplois directs. Cette usine ouvrira d'ici novembre 2022, le point de Noël Gagnon. Producteur de caoutchouc naturel des zones de Soubré, Guiglo, Mandaloa, Issia et Gagnoa, une usine est en construction à Soubré pour la valorisation de vos productions. Elle sera opérationnelle dès novembre 2022. Sa singularité. C'est une usine qui aura une capacité initiale à 10 tonnes. Cette capacité aura la possibilité, c'est intégré dans le layout de l'usine, dans les 64 hectares que l'on a achetés, on aura la capacité d'augmenter cette capacité à 20 tonnes. Ça veut dire que dans un premier temps, on va commencer par une production annuelle de 60 000 tonnes. On aura la possibilité d'augmenter cette capacité de 60 à 120 000 tonnes par an. C'est considérable. Ça en fera la plus grosse usine de rémilling d'Afrique. Très bien. Donc le site s'étend sur 64 hectares. En plus de ces performances, cette usine va offrir 600 emplois directs. Voilà la somme des motivations de la présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural pour sa première sortie, pour mieux se scotcher avec le caoutchouc. De 1960 à 1980, vous avez construit 5 usines, puis vous avez procédé à leur extension de 2010 à 2019. Par ailleurs, en plus de ces importants investissements, vous avez focalisé l'approvisionnement de vos usines sur la production des planteurs privés à près de 85%. Je voudrais vous réaffirmer l'engagement du gouvernement à vous soutenir dans votre politique de contribution croissante au processus de développement de la filière EVA. Coût de réalisation de cette usine du groupe SAPH, plus de 17 milliards de francs CFA avec des compétences exclusivement nationales. La capacité de transformation de la Côte d'Ivoire est de 640 000 tonnes. Une capacité insuffisante face à l'augmentation des productions villageoises. Ces productions sont à mettre à l'actif des 164 000 planteurs pour une superficie exploitée de 580 000 hectares. Sur le tableau des performances de la filière EVA, la Côte d'Ivoire occupe le premier rang africain et le 4e au plan mondial. Les agents des collectivités territoriales étaient en grève cette semaine. C'est une grogne finalement apaisée après des discussions avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le mot d'ordre a donc été levé. Les agents des mairies réclamaient principalement l'annulation de la mesure de suspension du paiement des indemnités de départ à la retraite. On voit cela avec Didier Nguessan. L'activité territoriale était en grève pour 72 heures depuis hier mercredi 7 avril. Leurs revendications portent sur 7 points axés dans l'ensemble sur la révalorisation salariale et leur intégration au statut de la fonction publique. Après une rencontre avec les services du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le collectif des syndicats lève le mot d'ordre de grève. Suite à l'arrêt de travail de 72 heures observé dans les communes, régions et districts sur toute l'étendue du territoire national, considérant la satisfaction des revendications par M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Dumandé est réuni en Assemblée générale extraordinaire
ce jeudi 8 avril 2021 à la Bourse du travail de Treichville, décidons de la suspension de l'arrêt de travail et demandons à tout le personnel de reprendre le service dès ce jour. Le collectif des syndicats nationaux des agents des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire compte au moins 30 000 membres. Et la paralysie des mairies a été évitée de justesse. Voyons à présent le point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire. Le dernier bilan du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique enregistre un nouveau cas de décès, 312 nouvelles guérisons. La Côte d'Ivoire totalise ainsi 44 975 cas confirmés, dont 43 758 personnes guéries, 258 personnes décédées, 959 cas actifs. Le point de la campagne de vaccination présente, lui, un total de 56 082 personnes vaccinées contre la Covid-19. La pandémie est hors de contrôle au Brésil. Le Sénat devrait ouvrir une enquête pour évaluer sa gestion controversée de la pandémie du coronavirus de l'administration du président Jair Bolsonaro. Un juge de la Cour suprême brésilienne a ordonné hier au Sénat d'installer une commission d'enquête en ce sens suite à la demande formulée par 32 des 81 sénateurs brésiliens. Concrètement, les investigations vont se concentrer sur les actions et omissions du gouvernement fédéral et en particulier face à l'aggravation de la crise sanitaire dans l'État d'Amazonas après le manque d'oxygène pour les patients hospitalisés. Des dizaines de personnes sont mortes de cette carence en janvier dernier. Notons que le Brésil présente le deuxième bilan mondial le plus lourd derrière les États-Unis avec au moins 345 025 morts depuis le début de la pandémie. Pour la journée d'hier, seulement 4 249 décès ont été enregistrés. Dans la commune de Bingerville, le syndicat national des agents des organes des secteurs publics et parapublics de l'information souhaite attirer les jeunes travailleurs en vue de leur adhésion. Avant d'attirer de nouveaux adhérents, les membres du SININFO ont reçu les outils nécessaires pour convaincre. Au cours d'une formation, nous rend compte Issaïo. Redynamiser le syndicat national des agents des organes des secteurs publics et parapublics de l'information, SININFO, au sein de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, de l'Institut Polytechnique supérieur et technique de la communication, ISTC, et de l'Agence ivoirienne de presse, AIP. C'est le sens de cette séance de formation des membres de ce syndicat. Nous avons constaté depuis un moment que la jeunesse doit prendre le relais. Donc, il fallait faire en sorte que nous puissions faire une rencontre avec ces jeunes pour que demain, eux, ils soient à la tête de notre structure syndicale. Le syndicat, ce n'est pas seulement de faire la bagarre, mais c'est de faire aussi des réflexions pour que les structures puissent évoluer. Dans d'autres domaines, au niveau des finances, au niveau des impôts, les choses évoluent. Mais il faudrait que nous aussi, au niveau de la communication, que les choses puissent évoluer. Et c'est par le biais de ces institutions comme les syndicats que nous pouvons évoluer. Et nous invitons nos amis à nous rejoindre au niveau du SININFO. Des avancements, les questions du logement et de santé sont autant de sujets abordés au cours de ces séances de formation des membres du SININFO. Un concours national d'orthographe pour renforcer le niveau de langue des élèves de Côte d'Ivoire. 112 élèves du CM2 à la terminale seront présélectionnés sur tout le territoire ivoirien. La 4e édition est lancée, suivant ces précisions de Issaïo. La performance du système éducatif ivoirien est un enjeu capital pour le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires. Justement, dans le cadre de l'amélioration du niveau des élèves, un concours national d'orthographe dénommé Médaille d'orthographe est initié. La 4e édition qui vient de s'ouvrir sera l'occasion pour les organisateurs de sélectionner les meilleurs élèves sur l'ensemble du territoire. Dans le milieu scolaire, il y a des motivations, les enfants sont vraiment intéressés à la chose. Ici à Donne, le goût de l'excellence, on le ressent à travers leurs écrits. Et c'est toujours encourageant de se voir récompensé. La récompense n'est pas pour nous. La récompense est pour ces enfants-là qui font vraiment des efforts pour aboutir à l'excellence. Donc c'est ces enfants-là qu'il faille encourager. Le représentant du ministère de l'Éducation nationale salue une telle initiative
qui, selon lui, contribuera à renforcer le système éducatif. Nous avons un regard sur ce qui se fait. Par exemple, les textes proposés. Il nous revient de les analyser pour voir si ces textes-là obéissent aux normes. Parce qu'aujourd'hui, il y a un programme d'orthographe de la 6e à la 3e. Donc, ces textes-là doivent s'appuyer sur ce qui est enseigné en orthographe à la fois lexicale et grammaticale. Le message à l'endroit des élèves, c'est de les inviter à lire beaucoup. Oui. C'est lorsqu'on a rencontré un mot, 2 fois, 3 fois, qu'on peut l'orthographier correctement. À l'issue des présélections dans les différents établissements du pays, 112 élèves du CM2 à la terminale seront retenus pour prendre part à ce concours national d'orthographe dont sortiront 3 lauréats. Dans l'actualité hors de chez nous, au Bénin aura lieu l'élection présidentielle dimanche prochain, le 11 avril 2021. Les 5,5 millions d'électeurs auront le choix entre 3 candidatures. Le président sortant, Patrice Talon, Alassane Soumanou du parti d'opposition Force Kori pour un Bénin émergent et une autre figure dissidente parmi les opposants, Corentin Koué. La campagne électorale s'achève ce vendredi à minuit et nos envoyés spéciaux à Cotonou, Michel Digré et Barnabé Conan rapportent l'ambiance de ce dernier jour des campagnes. Les 3 candidats à la présidentielle béninoise sont en campagne électorale. En l'absence des poids lourds de l'opposition, dont les candidatures ont été rejetées par la commission électorale, le président sortant Patrice Talon a en face de lui 2 adversaires qui tenteront de ravir le fauteuil présidentiel. Corentin Koué, dissident de l'opposition, et son colistier Irénée Agossa mettent au cœur de leur projet de société l'insertion professionnelle des jeunes. Nous allons créer partout ce que nous appelons les pépinières d'entreprise. Ces pépinières d'entreprise vont vous permettre de mutualiser vos efforts, de mutualiser tout ce qui concerne les charges d'entreprise et vous permettre d'intégrer progressivement le monde des entreprises. Le Bénin est un pays de plein emploi. Taxé de faire valoir, l'ancien ministre Alassane Soumanou et son colistier Paul Oumpe ont décidé de s'inscrire résolument dans le processus électoral. Nous sommes engagés dans un processus irréversible. Depuis notre absence aux élections législatives en 2019, nous avons juré, 1, de défendre la force Kori pour un Bénin émergent. Elle ne doit pas disparaître, elle est là. 2, nous participerons à toutes les élections qui vont suivre. Nous avons été reçus avec enthousiasme. Nous avons donné des instructions claires. Une mission, des moyens. Le ticket Patrice Talon, Chabit Alata, veut renouveler le bail de confiance entre le pouvoir et le peuple avec en ligne de mire le développement des infrastructures. Il n'y aura plus une seule commune au Bénin où le bitume n'ira. Ça y est, c'est fini maintenant. Notre misère, notre souffrance pour aller d'une région à l'autre. Pendant les 5 années à venir, nous allons terminer le job en ce qui concerne le bitume, le goudron, pour aller dans toutes les communes du Bénin. Autant l'industrie ne s'arrêtera point, autant l'asphaltage et l'assainissement gagneront d'assa en grande envergure. La campagne électorale s'achève ce vendredi. Toutefois, le talon d'Achille de cette présidentielle pourrait être le taux de participation, avec l'absence des figures significatives de l'opposition à ce scrutin. Et alors que les campagnes s'achèvent ce vendredi au Bénin, les Djiboutiens votent également ce vendredi pour élire leur président dans un contexte tendu. C'est un scrutin où le président sortant Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999, se présente pour un 5e mandat. L'opposition qui conteste la nouvelle candidature du président a boycotté le processus électoral. Il aura donc face à lui qu'un seul candidat, Zakaria Ismail Farah, un entrepreneur qui se présente en indépendant sur une population totale de 990 000 personnes, 210 000 électeurs inscrits sur la liste électorale départageront les 2 candidats en lice.
À présent, cette nouvelle qui secoue le Royaume-Uni, le palais de Buckingham annonçait il y a moins d'une heure la mort ce vendredi au matin du prince Philippe, époux de la reine Elisabeth II. Il décède à l'âge de 99 ans, à 2 mois de son 100e anniversaire. Le prince Philippe avait récemment subi une intervention pour problème cardiaque. Alexis Ouedraogo revient sur cette annonce. Il aura fidèlement accompagné la reine Elisabeth pendant plus de 73 ans. Le prince Philippe est décédé ce vendredi à un peu moins de 2 mois de son 100e anniversaire. Grand amour de la reine d'Angleterre, il s'est éteint au château de Windsor, quelques semaines après une hospitalisation d'1 mois à Londres pour une infection et un problème cardiaque. La reine lui avait d'ailleurs rendu hommage récemment, confiant publiquement qu'il avait été sa force et son soutien de toujours. En 1952, à la mort du roi George VI, Elisabeth monte sur le trône. Au cours de la cérémonie de couronnement, le prince Philippe fait le serment d'être son homme lige. Il devient à jamais le second de son épouse, contraint de mettre un terme à sa carrière militaire. Chef de famille quand son épouse est chef d'État, il est détenteur du record de longévité des conjoints des souverains au Royaume-Uni. Le couple avait célébré en novembre 2020 ses noces de fonte, 73 ans de mariage. Ensemble, ils ont eu 4 enfants. Charles, né en 1948, Anne, née en 1950, Andrew, né en 1960 et Édouard, né en 1964. Nous terminons ici ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 15h sur RTI 1. Je vous retrouve lundi avec, je l'espère, de meilleures nouvelles d'ici et du monde. D'ici là, eh bien, portez-vous bien.